Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal centré certainement sur le musée national de Sohag et cette région tellement riche en patrimoine pharaonique et égyptien, je dirais même. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Sayer, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Simon. Monsieur Simon Sayer, bonjour. Bonjour. Alors, le musée national de Sohag, inauguré en 2018 avec à peu près 945 pièces qui sont exposées au sein de ce musée. Mais avant de parler du musée, parlez-nous de ce gouvernorat Sohag avec plein de sites incontournables, je dirais même, mais malheureusement, je dirais pas rarement, mais pas visités telles que les autres villes, telles que Luxor ou Aswan par exemple, bien qu'ils soient tellement riches en patrimoine. Eh bien, la province de Sohag, elle se caractérise par un temple d'une célébrité mondiale. Ça, c'est le temple d'Abydos. C'est le temple de Séti Ier qui a été réalisé dans le Nouvel Empire durant la 19e dynastie et il a été achevé par son fils Ramsès II. Oui. Ce temple se caractérise par des scènes qui sont sublimes dans la beauté et d'un art exceptionnel. Ce sont les hauts-reliefs qui ont une finesse qui représente l'image humaine à une perfection inouïe. On peut dire que quand on regarde le roi et ses reliefs qui émergent des parois, on dirait qu'ils ont pu savoir comment y prendre une photo d'un être humain. Et la finesse elle-même sur le calcaire, quand elle a été travaillée, elle représente une main-d'œuvre très qualifiée et très avancée. N'oublions jamais que ce temple qui a été réalisé dans le désert, à la bordure des terres agricoles de la province, il a représenté aussi bien les batailles de Ramsès II qui ont été contre les peuples hittites et qui a marqué la gloire égyptienne dans les batailles dans le monde entier. Alors, c'est un temple qui représente en même temps une source de foi et de religion. C'est Osiris qui a été ressuscité. Il a été présenté dans ces lieux quand il a reçu de nouveau la vie des cieux. Et dans ce temple, on retrouve aussi bien des scènes sur les parois qui représentent toutes les divinités de la Haute-Égypte, dont chacune elle a eu le droit d'une chapelle. Alors, on a sept chapelles autour du Saint des Saints qui ont été dédiées pour le culte et la pratique religieuse. Aussi bien qu'on trouve le tombeau d'Osiris derrière ce temple, il y a eu quand même une très grande découverte dans ce désert pour les chars royaux, aussi bien qu'il ne faut jamais oublier que ça c'est le temple qui a été, on peut dire, la gloire de cet empire, car quand il a été réalisé en courte durée et en masse et en grande valeur. Contre tous les autres temples qui ont été achevés uniquement. Par exemple, à Karnak, c'était le premier Ramsès II, ont rajouté la salle hypostyle uniquement. Au temple de Luxor, ils ont réalisé la partie façade. Mais quand on parle de ce temple-là, d'un bout à l'autre, il a été réalisé, sachant qu'il n'y a pas autour des carrières, ça veut dire que tous les blocs ont été transportés de loin, elles ont été ramenées pour qu'elles soient si belles et si magnifiques. Et de là qu'on retrouve que la province, avec un temple comme le temple d'Abydos, elle reçoit des touristes du monde entier et qui viennent uniquement pour ce temple, à part qu'il est dans les programmes touristiques, mais il a sa clientèle spécifique, car c'est un culte et une religion unique dans l'histoire de la foi et des religions du monde entier. Il y en a jusqu'aujourd'hui des gens qui viennent pour admirer l'énergie de ce temple et la foi sur ces murs et les prières qui ont été réalisées à l'intérieur. C'est le temple d'Osiris, on peut dire, dans lequel il a été vénéré au maximum et dont jusqu'aujourd'hui on a des participants. N'oublions jamais que depuis les années 60, il y en a eu qui sont venus uniquement pour vivre dans les alentours de ce temple de l'Europe, pour y être avec ce divin. Ils ont travaillé pour les fouilles archéologiques, pour la restauration et pour sa protection.
La province elle-même ne s'arrête pas à un temple, mais aussi bien elle a été connue dans le temps des Égyptiens anciens par le textile. Et jusqu'aujourd'hui, quand on parle de Khmim, par exemple, Oui. et quand on parle du textile de la province, il n'est pas au niveau égyptien. Effectivement, il est au niveau mondial. Ça veut dire le travail de lin, le travail aujourd'hui qui est exporté, il se caractérise par ses belles couleurs et par son tissage, par sa qualité. Et d'ici qu'on a des modèles et des motifs qui caractérisent et qui sont un nom pour les lieux. Quand on dit le textile de Khmim, on y sait et on y connaît qu'est-ce qu'on va avoir dans nos mains comme dessin, comme schéma, comme travail manuel. Alors, c'est une province, on peut dire, connue par le temple, connue par le textile, bien sûr qu'elle donne sur le fleuve, sur le Nil, et de là qu'il y a bien sûr la pêche, le poisson, aussi bien la vie et le commerce. Et concernant le musée national de Sohag, quels sont les grands chefs-d'œuvre qu'il abrite? Alors, le musée de Sohag, on peut dire déjà que ça, c'est un musée exceptionnel qui a été réalisé en Égypte. Déjà 25 ans pour les réaliser, jusqu'à, comme vous l'avez bien précisé aux gens, qu'il a été inauguré à l'an 2018. Oui. Sa présence sur la rive est, qui est la rive de la vie de l'ancienne Égypte, est assez importante. Oui. Et on a réalisé dans ces alentours des travaux spectaculaires, comme par exemple un hôtel qui est juste à côté, aussi bien que l'université de Sohag. Le musée lui-même, il en possède 945 Chefs-d'œuvre ou pièces? chefs-d'œuvre, exactement, et pièces. Et quand il a été construit, on lui a dédié à peu près 10 000 mètres carrés et il a coûté pour le pays plus que 72 millions de livres égyptiennes. Et il faut savoir que c'est un musée aussi bien pour son thème qu'il n'est pas comme les musées de la grande capitale, le Caire. Ça veut dire qu'il ne représente pas l'histoire pharaonique ou l'histoire de la civilisation, mais il représente plutôt la modernité de l'Égypte, aussi bien qu'il représente la partie provinciale elle-même de la province. Et aussi bien, on lui a préparé une embarcadère, d'une façon que quand les bateaux du fleuve avec les touristes qui viennent peuvent embarquer au temple et faire leur visite, ce qui est très très pratique pour servir cette masse qui viennent en Égypte. Oui. Dans ce musée, il se caractérise quand même par la dièse Sekhmet, une très belle statue qui a plus que 2 mètres d'auteur, aussi bien qu'elle représente la guerre. Surtout que le temple d'Abydos représente la bataille. La déesse Sekhmet, elle a une tête de lionne, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Elle a une tête de lionne. Et dans ce musée, on trouve aussi bien la statue de la déesse Nacht. Et on trouve aussi bien dans ce lieu plein de pièces qui représentent l'ancien empire et les travaux à cette époque qui ont été en granit et qui ont été d'une hauteur moyenne, on peut dire presque 1 mètre. Dans les sous-bassements de ce grand musée, on a pu réaliser quand même une très grande librairie, à part bien sûr les bureaux et tout cela, mais il faut savoir qu'on a pu en faire des lieux qu'on appelle les VIP rooms, aussi bien qu'on a pu faire une installation pour accueillir les bateaux qui viennent dans ce lieu. Il y a 6 salles dans ce musée et toutes ces salles ont été très bien détaillées et très bien expliquées pour représenter les rois de tous les empires de l'Égypte avec tout leur visage, on peut dire. Alors, on a bien présenté, par exemple, dans le centre de ce musée, les différents noms de nos rois, mais d'une façon qui explique comment ils ont été en tête de la haute et la basse Égypte, aussi bien que descendants divins. Le musée lui-même, il a pris le modèle d'un temple. Et parmi les belles expositions, par exemple, qui ont été à l'intérieur, c'est les travaux qui ont représenté, comment le dire, l'idéalisme dans les travaux des anciens Égyptiens, aussi bien qu'on a quand même dans ces salles beaucoup de présentations des outils qui ont été utilisés, par exemple, dans les cuisines, dans la nourriture,
pour montrer la vie locale dans ces lieux. Dans ce musée, il a ce qu'on appelle, on peut dire, le bâtiment lui-même, on l'appelle un landmark. Ça veut dire un bâtiment qui restera toujours dans l'image en tant que représentation moderne du style des anciens temples. Alors de là, le modèle classique qui a été placé, surtout donnant sur le fleuve, il donne vraiment à la personne qui rentre à l'intérieur comme s'il rentre dans un livre d'histoire. Pas mal de pièces qui ont été rajoutées récemment, comme par exemple, on a une pièce qui est venue du temple d'Abydos, qui représente la tête d'un roi qui porte la couronne blanche. On a aussi bien une autre qui représente un roi qui porte la double couronne. On a une troisième pour la diastite qui était travaillée en bronze. On a une pièce qui a été pour Séti Ier qui a été en calcaire blanc. On a aussi bien une couronne royale en granit rose qui représente les deux royaumes et qui porte le cobra royal qui fait la protection. Oui, Monsieur Simon, malheureusement, notre temps arrive à bout, mais du fait, moi je suis déjà tellement intéressé à visiter ce grand musée qu'est le Musée national de Soag. Merci pour vos explications. Je répète que vous êtes Monsieur Simon Sayer, guide touristique et expert en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.